Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission d'Ici l'Europe qui entend faire le bilan de santé des gauches européennes. Au tournant des années 2000, les partis sociaux-démocrates euphoriques après l'effondrement du communisme règnent sur l'Europe. 20 ans plus tard, la gauche de gouvernement est en pleine déconfiture, dépassée par la mondialisation. Dans l'Union européenne, le centre-gauche est d'ailleurs à la tête d'à peine 7 États sur 27. Alors, pourquoi ces partis sont-ils aujourd'hui moribonds comme en France, soit passés de 40 à 20% des voix comme en Allemagne? Pourquoi ont-ils tant de mal à réaliser aussi et surtout une alliance des gauches avec une gauche plus radicale? Ils se retrouvent d'ailleurs à constituer des gouvernements minoritaires comme en Espagne, au Portugal, au Danemark ou en Suède. Nous poserons toutes ces questions et bien d'autres, bien sûr, à nos invités du jour. Aurore Lalucq, bonjour. Vous êtes députée européenne française, membre de Place Publique. C'est évidemment le mouvement qui a fait alliance aux dernières élections européennes avec un parti socialiste qui était en très grande difficulté pour remporter 6,2% des suffrages, donc en mai dernier. Nous sommes aussi avec Paulo Pisco, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Portugais en Europe, coordinateur pour les socialistes pour ce qui est des affaires étrangères. Alors, on pensait qu'il y avait une expérience portugaise, un petit peu de choc en Europe ces dernières années, ces 4 dernières années, sous la houlette du socialiste António Costa, qui avait fait alliance avec le bloc des gauches, mais on dirait que c'est en train de se détricoter. On va en parler ensemble. José Rojas Alonso, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire général du PSOE à Paris, dans une Espagne qu'on a vu voter très récemment avec le socialiste Pedro Sánchez, qui avait remis d'ailleurs son mandat en jeu et qui est arrivé en tête avec une grande difficulté pour former un gouvernement. On va en parler. Fabien Perrier, bonjour. Bonjour. Auteur du livre Alexis Tsipras, une histoire grecque aux éditions François Bourin. Vous êtes journaliste en Grèce pour plusieurs quotidiens de la presse nationale, Libé, Le Soir, Le Temps. Et on va parler d'ailleurs de cet état des gauches en Europe tous ensemble. On commence par vous, Aurore Lalucq. Sur l'état de la gauche en Europe, c'est l'état de la gauche, moi je serais tentée de dire un peu partout dans le monde finalement. Aux États-Unis, l'état de la gauche est en train de se réveiller et pas beaucoup mieux. Je crois qu'on a souffert, à mon avis, d'un état d'un peu de tétanie. La gauche a été un peu tétanisée à un moment sur le plan des idées et elle s'est un peu adaptée à l'ère du temps qui était celui de toute mondialisation, du fric des années 80, de l'efficacité, de la modernité, du marché qui était tout puissant, etc., etc. Et je pense qu'elle le paye aujourd'hui. Ça, c'est un premier point, ce qui fait qu'effectivement, il y a eu des défaites électorales assez importantes. Après, on voit quand même qu'il y a une recomposition qui est en train de se faire, une recomposition, pour le coup, assez à gauche, à mon sens, et qui, avec une intégration du logiciel écologique, ce qui est à la fois très intéressant. Et donc, les années prochaines, moi, je trouve, vont être assez intéressantes, parce que finalement, le néolibéralisme triomphant, je pense qu'il a quasiment perdu la bataille des idées. C'est un espèce de doigt ou de coq à la tête coupée qui continue à avancer. Et donc là, je suis assez persuadée qu'on va être à la croisée des chemins entre l'extrême droite et la gauche, quoi qu'on en dise. Enfin, quand on regarde ce paysage européen, on s'aperçoit qu'il y a l'Europe du Nord avec les social-démocraties qui étaient installées historiquement et qui sont quand même devenues dans des gouvernements un peu minoritaires qui sont en grande difficulté. Puis il y a l'Europe du Sud où effectivement il y a une sorte de regain de la gauche. Vous expliquez ça comment ? Bon, au Portugal, la gauche, le Parti socialiste et la gauche en général a conquéri un espace très important après une période très dure d'austérité. Et la gauche, qui s'est mis en accord pour gouverner au Portugal, elle a dit il faut s'arrêter avec cette austérité qui tue les entreprises, qui tue la vie des gens, ses revenus, etc. Toutes ces mesures qui ont coupé des bénéfices et qualité de vie aux gens. Et donc, pour toute la gauche au Portugal, il a eu du bon sens. On s'est mis d'accord. Le Parti socialiste, le Parti communiste, le Bloc de gauche et les Verts, on s'est mis d'accord pour finir avec l'austérité. Et le résultat, lors des dernières élections du 6 octobre, c'est un très bon résultat parce que la gauche a remporté un espace encore plus important dans le scénario politique portugais. Parce que
l'ensemble de la gauche a passé de 122 députés dans un parlement de 230 députés à 140 députés. Mais donc, ils ne sont plus ensemble, précisément, ils ne sont plus ensemble. Parce que c'est Antonio Costa et les socialistes qui sont seuls au pouvoir, soutenus par le reste des gauches. C'est vraiment une problématique d'ailleurs d'alliance des gauches et de personnalité. On l'a vu évidemment en Espagne avec Pedro Sánchez qui cherchait finalement l'aval de Podemos et de Pablo Iglesias. Beaucoup de difficultés. Je pense que le point commun, en tout cas entre l'Espagne et beaucoup d'autres pays, c'est que on a vu pendant très longtemps les effets désastreux, les effets très négatifs de politique économique libérale ou néolibérale. Il y a quelques jours, on parlait du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Je crois que ça a été un événement clé et qui a donné une sorte de complexe de supériorité idéologique intellectuelle à la droite libérale, en disant, il y avait même un fameux auteur américain, Francis Fukuyama, qui disait c'est la fin de l'histoire. Évidemment, on était très très loin de la vérité. Et les faits, on l'a vu concrètement en Espagne pendant les 7 années du gouvernement de Rajoy, qui a pratiqué une politique économique gouvernement conservateur, hein, le gouvernement de droite conservateur de Rajoy, et c'est ce qui a amené le retour au pouvoir des socialistes. C'est-à-dire que cette année 2019, le Parti socialiste espagnol a gagné toutes les élections législatives au mois d'avril, les élections régionales et les élections européennes au mois de mai, et à nouveau, c'est le premier parti, avec 28% des voix, dans les dernières élections législatives en Espagne. L'expérience qui est un peu ultime pour l'Union européenne, ça a été en janvier 2015, l'arrivée au pouvoir de Alexis Tsipras, dont vous dressez le portrait dans votre livre. À la tête d'une coalition de gauche radicale. C'est le premier, finalement, en Europe à avoir cet ADN de gauche radicale au pouvoir, après les politiques d'austérité de la Troïka, évidemment de l'Union européenne et du FMI. On a eu très peur, d'ailleurs, à ce moment-là. Et ça a été une révolution, en quelque sorte, idéologique. En tout cas, Alexis Tsipras et son parti Syriza ont fait trembler l'Europe, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'était même les titres des journaux en janvier 2015. Après, une première chose que je voudrais signaler, c'est qu'il ne faut pas quand même oublier que le premier dirigeant européen qui a souscrit aux politiques d'austérité en Europe et qui a accepté que le FMI vienne sur le territoire européen s'appelait Yorgos Papandreou et était en même temps président de l'Internationale socialiste. Oui, un parti qui a été absolument laminé dans son pays. Comme la question porte sur les gauches en général, je pense qu'il est très important de comprendre aussi que le premier qui a apporté ces politiques en Europe est ce dirigeant du PASOK et en même temps président de l'Internationale socialiste. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Alexis Tsipras a évidemment défrayé la chronique en 2015, mais parce qu'il arrivait à la tête d'un État dans lequel la pauvreté s'élevait à peu près à un tiers, touchait à peu près un tiers de la population, où le taux de chômage était à presque 30%, et finalement, il avait énormément à reconstruire. Mais surtout, la crainte était qu'il y ait un effet domino en Europe. C'est-à-dire que si Syriza l'emportait, qu'allait-il advenir en Espagne où Podemos reprenait du poil de la bête, un peu aussi en opposition au Parti socialiste espagnol? Qu'allait-il advenir en Italie, etc., etc. Et en France, avec le Front de gauche à l'époque qui lui aussi gagnait quelques points dans les sondages. Alors on revient précisément au présent avec les Espagnols, vous l'avez dit, qui ont voté très récemment, dimanche 10 novembre, pour les 4e législatives en 4 ans, dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée de l'extrême droite. Un scrutin qui ne semble pas être en mesure de mettre fin à l'instabilité politique. Pourtant, un accord des gauches a bien eu lieu, comme nous le montre ce reportage. Ils sont d'accord pour gouverner ensemble. 2 jours après des élections législatives qui n'ont fait ressortir aucune majorité claire en Espagne, Pedro Sánchez, à la tête du gouvernement socialiste sortant, et Pablo Iglesias, chef du parti de gauche radicale Podemos, entendent désormais travailler main dans la main. L'engagement du Parti socialiste est d'obtenir un gouvernement progressiste coûte que coûte. Il n'y avait aucune raison valable pour que le blocage continue. Notre pays mérite un nouveau gouvernement d'urgence. Malgré cette alliance, le Parti socialiste et Podemos n'auraient pas la majorité à la Chambre des députés. Avec respectivement 120 et 35 élus, il leur manque encore 21 sièges. Ils devront donc obtenir l'appui d'autres forces politiques pour être investis. En cas d'échec, les Espagnols pourraient retourner aux urnes. Ce serait la 5e fois depuis 2014.
Et notamment peut-être l'appui, je dois dire, des indépendantistes catalans pour avoir justement un gouvernement qui tienne la route devant le Parlement. Alors, la question catalane, elle fait gagner la gauche, mais elle ne la fait pas gagner à long terme. Pas du tout. La question catalane n'a pas fait gagner la gauche. Au contraire, elle a divisé la gauche profondément. Et notamment entre le Parti socialiste et Podemos, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à arriver à un gouvernement de coalition ces derniers mois. Les résultats des dernières élections, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les nationalismes, et c'est toute l'histoire de l'Europe qui se répète malheureusement, les nationalismes s'alimentent l'un l'autre. Le nationalisme catalan a réveillé le nationalisme espagnol et on a un débat extrêmement violent et agressif. Alors, et Pedro Sanchez et le Parti socialiste ont subi des attaques de tous les côtés. En France, effectivement, alors il y a eu quand même l'élection de François Hollande en 2012 et on a pu d'ailleurs penser que tout continuait comme avant entre les deux grands partis. Et puis ça a été la chute qui a été d'autant plus dure. 6% lisés aux européennes, une liste conduite par la société civile et M. Glucksmann, place publique. Donc, comment vous expliquez cette explosion du Parti socialiste dans un pays où il semblait très ancré, même localement? Le Parti socialiste est un parti qui est ancré localement. Ça, de toute façon, c'est un parti qui a un maillage territorial absolument fantastique. Néanmoins, et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, il y a toute une partie des questions de sujets sociaux qui n'étaient plus représentés ces dernières années par la gauche. Ça veut dire qu'en gros, à un moment, tous ces gens qui travaillent ou qui ont travaillé et qui ne gagnent pas assez pour pouvoir vivre correctement, eh ben, ils ont été délaissés quelque part. Ils se sont sentis délaissés et ils l'ont été par une partie de la classe politique. Par ailleurs, le sujet qu'on a en France, c'est que finalement, et on l'a vu aux européennes, on a une gauche et un parti écologique qui, sur une base programmatique, est extrêmement proche, par contre. D'un point de vue programmatique, il n'y a quasiment pas de souci. Par contre, et les électeurs d'ailleurs sont un peu perdus par moments, ils disent pourquoi j'ai voté Jadot ou Glucksmann, etc. Par contre, il y a un vrai souci qui est celui de l'union. Et là, on a à la fois des questions d'appareil et des questions de tradition qu'il faut respecter. Des questions de personnes peut-être aussi. Et il y a des grosses questions, effectivement, d'ego, et je vais le dire clairement, d'hommes. Voilà. Alors, au Portugal, quand même, c'est vrai qu'António Costa démarre ce nouveau mandat. Il a quand même, en effet, eu à nouveau la confiance des électeurs avec l'idée de revaloriser chaque année à nouveau le salaire minimum. Et en même temps, il prévoit aussi de ramener la dette publique à 100% du PIB. Donc, il essaye de tenir les deux contraintes, la contrainte bruxelloise d'être vertueux et la contrainte de donner un peu de marge de manœuvre au plus faible salaire. C'est le secret de la nouvelle gauche. C'est en même temps respecter les accords qu'il y avait avec tous les autres partis de gauche et avec aussi l'Union européenne. Parce qu'on sait que nos partenaires à gauche, ils ne sont pas totalement pro-Union européenne, mais les questions dans lesquelles on avait divergence, on les a mis de côté et on s'est mis d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était les mesures de nature économique, de nature sociale, de façon à faire retourner les revenus qui étaient coupés pendant la période de la crise, tous les droits sociaux, etc., etc. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on a vécu en période de stabilité au Portugal et on a vécu en période politique de vérité. C'est-à-dire que toutes les propositions qui étaient sur l'accord entre les partis de gauche, elles ont été respectées intégralement. Et même s'il n'a pas un accord écrit, parce que l'autre accord était écrit, il est à la disponibilité pour faire des concessions qui ont déjà commencé avec toutes ces mesures de gauche, parce que la droite n'est pas tout à fait favorable à une augmentation des salaires. Et une des premières mesures qui a été prise dans le Conseil des ministres de ce jeudi passé, c'était l'augmentation extraordinaire du salaire minimum. Effectivement, en Grèce, Alexis Tsipras, en juillet 2019, il a perdu son pari, c'est-à-dire qu'il a convoqué des élections et perdu ces élections avec effectivement Nouvelle Démocratie qui revient au pouvoir avec 40% des voix alors que Syriza est en dessous de 32%. Certains estiment d'ailleurs qu'il a trahi la gauche. Quelle gauche il incarne véritablement puisqu'il a dû, d'un certain point de vue, aussi tenir compte des mesures d'austérité qu'on lui demandait. Exactement. En juillet 2015, quand il a signé le 3e mémorandum,
Il l'a fait parce qu'il n'y avait apparemment, au terme de l'enquête que j'ai menée, pas d'autre solution. Il le dit d'ailleurs lui-même, il dit « j'avais le choix entre ne pas signer et être le héros de 2 jours, de 3 jours, mais être ensuite considéré comme un traître parce que le pays serait potentiellement dans un état de chaos, ou signer et essayer de m'en sortir avec les marges de manœuvre dont je disposais. » Je pense que c'est la question qu'il s'est posée, et en ce sens, effectivement, certains estiment qu'il a trahi, puisque quelques jours avant, il y avait eu un référendum qu'il avait remporté haut la main. Mais que serait-il advenu si la Grèce était sortie de l'euro? Est-ce que les ministres qui disent aujourd'hui avoir préparé une monnaie parallèle avaient réellement préparé un plan? Il a sauvé l'euro plus que Mario Draghi, peut-être, vous dites, d'un certain point de vue. Alors, juste toute dernière question, très rapide. Effectivement, 12, on le disait, 7 pays sur 27 sont dirigés par des sociodémocrates. L'Europe était rose, aujourd'hui, elle penche sérieusement à droite. Dans la nouvelle commission, par contre, on voit 10 du Parti populaire européen, 9 pour les socialistes et démocrates, ils sont un peu derrière, 5 Renew, etc. C'est un petit peu coloré différemment. Qu'est-ce qu'on attend justement de cette commission? Le seul élément programmatique, le seul élément qui peut nous faire rêver au sein de cette commission, c'est le New Deal vert, et c'est Frans Timmermans, un social-démocrate, qui le tient en vice-présidence. Voilà, c'est le seul point réel qui peut nous faire un peu du bien. Après, il y a des commissaires, notamment sociodémocrates, extrêmement intéressants à l'économie, à l'emploi. Il va falloir voir si, par contre, la droite leur laisse de l'espace. Et nous, parlementaires européens, en tout cas, sociodémocrates, deuxième force politique, on est là pour essayer de les pousser un maximum pour qu'ils puissent prendre le maximum de place, justement. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations. Je suis Elena Volochine, la correspondante de France 24 à Moscou. Je couvre l'actualité en Russie et dans les ex-pays soviétiques. Je vous dis à bientôt sur les antennes de France 24. Elena Volochine, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.